Je vais vous parler de Francis Bacon. Alors, Francis Bacon, c'est un grand penseur anglais, 1561-1626, qui est considéré de manière habituelle comme le fondateur de la méthode expérimentale en sciences. Donc avec lui, il y a un grand tournant vers la science moderne. Par ailleurs, ça a été un homme d'État très important, puisqu'il était en 1618 grand chancelier du royaume d'Angleterre, donc ministre de la Justice, donc belle carrière, l'homme le plus important du royaume, à part le roi, vous voyez. Bon. Et par ailleurs, il a sa place dans la littérature à travers un texte resté inachevé, mais dont le corps est déjà assez conséquent, qui s'appelle La Nouvelle Atlantide, une utopie. Donc il participe au courant de la littérature utopiste, comme son glorieux prédécesseur Thomas More, qui était lui aussi grand chancelier du royaume d'Angleterre. On voit que des utopistes ne sont pas de doux rêveurs, ce sont des gens qui sont dans la pratique politique, qui à l'époque était très dure. Bon. Alors, Francis Bacon, selon moi, et je ne suis pas le seul à le dire, représente, c'est pour ça que je l'ai choisi pour parler aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le tournant prométhéen de la culture occidentale. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit en faisant référence à ce mythe de Prométhée. Et on peut illustrer ce que je suis en train de dire sur ce tournant par une citation de la Nouvelle Atlantide, justement, dans lequel les experts qui sont réunis dans une maison, une société de savants qui s'appelle la Maison de Salomon, disent avoir pour objectif de connaître les causes et le mouvement secret des choses et de reculer les bornes de l'Empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Vous voyez, et le tournant prométhéen, c'est cette idée non pas de réaliser certaines choses, de faciliter certaines démarches, mais de réaliser toutes les choses possibles. Il n'y a plus de limite. Il y a ce que les Grecs appelaient une hubris, une démesure, qui est explicitement revendiquée. Bacon nous dit, dans l'autre ouvrage important sur lequel je vais m'appuyer, qui est le Novum Organum, la nouvelle méthode, 15 ans avant le discours de la méthode de Descartes, donc il y a une grande proximité entre les deux démarches et les deux revendications. Il nous dit ce qu'essayait de faire le mécanicien, le médecin, le mathématicien, l'alchimiste et le magicien avec un succès médiocre, la nouvelle méthode permettra de l'accomplir sans limite. Donc on va dépasser toutes ces démarches archaïques qui stagnaient pour se lancer dans un projet infini. Il nous dit aussi que dans la nature, qu'il s'agit donc de dominer par la connaissance, mais aussi par la technique, il y a trois ordres ou trois cours des choses. L'ordre normal, voilà, le soleil se lève, mon stylo tombe si je le lâche, etc. Il y a l'ordre artificiel, donc les machines qui nous intéressent, et l'ordre errant, c'est-à-dire imprévisible, en gros monstrueux. Et ce qu'il nous montre, c'est qu'en fait, pour nos yeux et notre conscience habituelle, ces trois ordres sont séparés. Les choses errantes, on peut penser qu'elles relèvent de la magie, la machine relève du génie humain, et puis la nature relève de sa propre logique. Eh bien, en fait, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, et on peut les découvrir très facilement. Ces mécanismes ne sont pas si nombreux que ça, et une fois qu'on les a découverts, on va voir qu'il est possible de faire un va-et-vient entre le normal, l'artificiel, le monstrueux. Donc fabriquer des machines monstrueuses pour connaître les dessous de ce qui est normal et de montrer que c'est pas si normal que ça. Passer du vivant à la machine, bon, on va voir ça. Donc il y a, vous voyez, cette absence de limite, c'est pas seulement au sens d'aller toujours plus loin, mais c'est aussi de transgresser les limites entre ce qui apparaissait comme des ordres séparés de la nature. Vous voyez, le mécanique, le vivant, on va le voir, le mental, le matériel. Bon. Et par exemple, pour anticiper un petit peu, à la fin de la Nouvelle Atlantide, les représentants de la Maison de Salomon disent aux voyageurs qui se sont égarés là, nous imitons les mouvements des êtres vivants en animant des sortes de répliques d'hommes et de quadrupèdes, d'oiseaux, de poissons, de serpents. Nous parvenons à changer certaines espèces en d'autres. Bon, donc le projet, aujourd'hui techniquement possible, est déjà à l'époque en germe dans la logique de Francis Bacon. Alors, je reviens un petit peu pour cette histoire de tournant prométhéen, justement sur l'origine antique, dont Bacon se réclame explicitement, sur le mythe de Prométhée. Alors, je ne peux pas l'exposer longuement, mais vous voyez, ce mythe, c'est celui selon lequel Prométhée a volé le feu, c'est-à-dire la puissance technique, a volé les secrets de la nature et de la puissance des forces naturelles aux dieux pour le donner aux hommes.
Et pour cela, il est puni par Zeus d'avoir transgressé, d'avoir dévoilé le secret, et il est attaché en haut d'une montagne avec un aigle qui dévore son foie. Et les hommes désormais dotés de cette puissance sans limite ne savent pas la contrôler, c'est pourquoi Zeus est obligé d'intervenir et de leur envoyer la justice et la pudeur. Très important, la pudeur, c'est cette idée qu'il y a des choses qu'il ne faut pas voir, qu'il ne faut pas connaître, qu'il ne faut pas essayer d'arracher derrière les apparences. Alors, une autre référence culturelle de Bacon, explicite aussi, c'est pas moi qui fais des extrapolations, c'est explicite, c'est évidemment la vocation biblique de l'homme à dominer la nature inerte et vivante. Et du fait de la chute, du fait du péché, l'homme a perdu sa prise, sa possession sur la nature. Et il s'agit donc de la récupérer par le rachat, en rachetant la faute. Alors je lis un passage de Bacon dans le Novum Organum. L'homme, par sa chute, a perdu son état d'innocence et son empire sur les créatures, mais l'une et l'autre perte peut se réparer en partie en cette vie, la première par la religion et la foi, la seconde par les arts, c'est-à-dire les techniques, les machines, et la science. La malédiction portée contre l'homme ne lui a pas rendu la créature complètement et irrévocablement rebelle, remarque le vocabulaire guerrier, mais au nom même de cet arrêt, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, elle est contrainte par les travaux variés de l'homme à lui fournir son pain en quelque façon, c'est-à-dire à satisfaire les divers besoins de la vie. Donc, vous voyez l'origine grecque, Prométhée, qui donne aux hommes la capacité de maîtriser la nature, et la Bible qui donne aux hommes la possibilité, par le travail, de retrouver une maîtrise sur la nature qui sera le signe de leur rachat. Là, vous voyez, on a une synthèse de la culture grecque et de la culture biblique qui fait la culture européenne et dans laquelle Bacon s'inscrit complètement. Il ajoute à Prométhée et à Dieu Hercule, parce que vous savez peut-être qu'un des travaux secondaires d'Hercule, pas un des 12 travaux principaux, ça a été de libérer Prométhée. Il a libéré Prométhée et, libérant Prométhée, il lui a redonné sa puissance, et on considère que l'association d'Hercule, la force, avec Prométhée, symboliquement, c'est justement ce que Bacon revendique dans la puissance technique qu'il prétend donner aux hommes par la science. Par ailleurs, Hercule au XVIIe siècle, c'est celui qui représente la force de l'État pour réprimer toute forme de sédition, toute forme de dispersion. Mythologiquement, Hercule a vaincu l'hydre à 1000 têtes, et l'hydre, c'était l'image à travers laquelle on désignait toutes les déviances humaines, politiques, sociales, et Hercule était censé être le bras armé de l'État, en quelque sorte. L'État devait être herculéen. Donc là, on voit une espèce de va-et-vient entre la politique et la technique, sur laquelle on reviendra. Alors, il nous dit, Bacon, que finalement, l'esprit humain a 3 ambitions. La première, c'est l'ambition personnelle. Nous avons tous une ambition personnelle, c'est-à-dire faire notre place dans la société. La seconde, c'est l'ambition nationale, renforcer la puissance et l'empire de son pays. Et la troisième, qu'on pourrait appeler l'ambition philanthropique, c'est justement de restaurer et accroître la puissance et l'empire du genre humain lui-même sur la nature entière. Donc, vous voyez, chacun essaye de prendre sa place dans une espèce de concurrence sur les autres dans la société. Chaque État essaye de dominer les autres. On est à l'époque des empires coloniaux, donc il y a une concurrence. Mais, dit-il, le plus important, c'est pas tellement ces querelles qui sont relativement basses, peut-être nécessaires, mais pas très nobles. C'est le fait d'assurer l'empire de l'humanité, cette fois, sur la nature. Il dit bien, d'ailleurs, les découvreurs scientifiques sont souvent révérés comme des dieux, alors que les grands politiques sont révérés comme des héros. Donc il y a une supériorité du grand savant sur le grand politique, puisque le grand savant représente non pas son pays, mais l'humanité. Alors, par rapport à cette idée d'empire sur le monde, chez Bacon, il y a aussi, donc on toujours un va-et-vient chez lui entre la dimension purement scientifique et philosophique, et puis un aspect métaphorique ou analogique. Il fait l'analogie avec les grandes découvertes, XVIe siècle, le Nouveau Monde, et les grandes découvertes scientifiques. Oui, alors il nous dit, comme autrefois Christophe Colomb, fit connaître les raisons qui lui persuadaient que l'on pouvait découvrir des terres et des continents nouveaux, ces raisons furent d'abord méprisées, mais plus tard l'expérience les confirma et elles devinrent la source et l'origine des plus grandes choses.
il est dans les plans de la providence, donc on retrouve l'idée du salut, que le parcours entier du monde qui, par tant de navigation lointaine, paraît déjà accompli ou du moins en pleine exécution, et l'avancement des sciences se rencontrent dans le même âge. Donc il dit finalement, de même que l'Europe exerce sa domination sur le monde, l'Europe scientifique exerce sa domination, non plus sur le monde au sens humain, mais sur l'univers matériel. Alors, point important, cet empire, vous avez vu le mot empire de l'homme sur le monde, n'est pas si irénique et pacifique que cela. Il ne s'agit pas de dépasser les querelles nationales pour arriver à une connaissance enchantée du monde. Il y a une violence. Une violence et une ruse qu'on trouvait déjà dans l'idée même de machine. Parce que vous voyez, en mécané, en grec, c'est d'abord un dispositif au théâtre pour produire des effets spéciaux, déjà à l'époque, qu'on appellera ensuite trucage. Vous voyez, c'est utiliser des mécanismes naturels pour produire des illusions, pour produire une deuxième réalité. Et l'idée, c'est que finalement, le monde fonctionne comme ça. Nous sommes constamment la proie de mécanismes que l'on ignore. Mais si on en fabrique, on est capable justement de ruser avec la nature. Donc mécané, qui donne machine, mécanique, machin aussi, machin, le truc, le machin, en grec, ça veut dire ruse, au départ. Donc, vous voyez, celui qui essaye d'exercer son empire sur la nature, en fait, il va ruser avec la nature. C'est-à-dire, il va réussir à produire des effets, à la commander en quelque sorte, mais en se soumettant à ses règles, parce qu'il a compris les règles. Il y a une phrase célèbre de Bacon qui dit « L'homme ne commande la nature que parce qu'il est capable d'obéir aux règles de la nature ». Donc il y a une espèce de ruse, on ne sait pas trop qui commande, qui obéit, mais finalement l'homme qui n'est qu'une partie de la nature arrive à utiliser les forces naturelles, parfois même contre la nature. Alors cette idée de violence, je la prends à travers diverses citations. D'abord, il nous dit que le Novum Organum, son livre, c'est un ensemble d'aphorismes sur l'interprétation de la nature et le règne de l'homme. Il nous dit, avec la science, désormais, il ne s'agit plus de triompher d'un adversaire par la dialectique, vous voyez, comme chez Platon, Socrate, le combat dialectique avec des adversaires humains, mais il s'agit de triompher de la nature par l'industrie. Donc l'adversaire, maintenant, c'est la nature. Ce que je disais tout à l'heure, on ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant, et ce qui, dans la spéculation, porte le nom de cause, on cherche les causes, devient une règle dans la pratique, quelque chose que l'on doit appliquer. Il dit que l'esprit humain lui-même et de son naturel peut tenter d'aborder des expériences inaccoutumées et très inhabile à les traiter, à moins que des règles de fer et une autorité inexorable ne lui fassent violence en ce point. Donc vous voyez, il faut violenter la nature et il faut aussi violenter l'esprit humain, qui est une partie de la nature, pour qu'il réussisse à mettre celle-ci en branle, en quelque sorte. Tout ça dans une perspective de salut divin. L'homme doit faire son salut par cet empire sur la nature. Il parle aussi d'arracher les secrets de la nature. Je ne l'avais pas cité, mais vous voyez, avant, chez les Grecs, justement au moment où le mythe de Prométhée était diffusé, on citait aussi beaucoup cette phrase d'Héraclite que l'on avait retrouvée dans le temple d'Éphèse, qui disait « la nature aime à se cacher ». Vous voyez, donc la nature aime à se cacher, et donc le rôle de l'homme, c'est justement d'arracher le secret, d'arracher de découvrir littéralement, découverte ce qui est caché. Et d'ailleurs, dans la culture grecque, il y avait deux lignées par rapport à cette idée du secret de la nature ou des secrets de la nature. Il y avait la lignée orphique, la lignée poétique, c'est par une initiation poétique que l'on peut réussir à faire apparaître les secrets de la nature, mais en douceur. D'ailleurs, une des versions possibles de la mort d'Orphée, c'est qu'il ait dévoilé les secrets de la nature dans des rites d'initiation et que Zeus l'aurait puni pour cela. C'est pas la seule version de sa mort, il y a aussi son chagrin par rapport à Eurydice, mais c'est une des versions. Puis évidemment, l'autre version, arracher les secrets de la nature, c'est par la technique, par les machines justement. Et c'est dans celle-ci que Bacon s'inscrit. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, l'homme a été précipité lorsqu'il a été chassé du Jardin d'Éden dans une nature hostile et rebelle, comme il disait tout à l'heure, et donc il doit lui faire violence pour retrouver son salut. Oui, donc on peut dire que la violence mécanique de l'industrie humaine, c'est le moteur du salut. Alors, venons-en maintenant à la méthode. Si on a mis de côté la dimension violente, ce que Bacon nous explique, c'est que par la méthode qu'il est en train d'inventer, tout devient facile. Alors,
tout n'est pas facile pour les grands inventeurs, comme lui, toute modestie. Par contre, dès que les inventions sont mises à la disposition du public, rien n'est plus facile. Ça devient un jeu d'enfant que de les mettre en œuvre. Bon, il dit, prenons une horloge, par exemple. Un néophyte, on est à l'époque, l'objet les techniques les plus abouties, c'est une horloge. Un néophyte va s'émerveiller de voir que l'horloge arrive à reproduire les mouvements des astres, en suivant leur rythme, qu'il y ait par le ressort une espèce de pulsation qui fait qu'elle ressemble à un organisme, et dit finalement, derrière une horloge, il y a quoi ? Il y a une ou deux règles de la nature. Rien de plus simple. Techniquement, elle est difficile à fabriquer, mais à concevoir, il n'y a rien de plus simple qu'une horloge. Donc tout ce qui nous émerveillait dans la nature, c'est comme une horloge. Si on sait trouver le ou les quelques principes qui y président, on arrivera à justement maîtriser la nature. Il dit, regardez par exemple, à ses lecteurs, quelques inventions comme la boussole, la poudre, l'imprimerie. L'imprimerie, rien de plus simple, quand on pense au premier mécanisme. La boussole, rien de plus simple. Et la poudre à canon, rien de plus simple. Bon, or, ça a changé la face du monde. Vous voyez, d'ailleurs, il parle des instruments de la domination de l'Europe. Vous voyez, l'industrie, la navigation avec la boussole magnétique et la poudre à canon pour la conquête. Donc voilà comment trois inventions qui ont été faites un peu par hasard nous laissent entrevoir ce qui se passerait si on arrivait à mettre en œuvre la méthode de l'invention. Vous voyez, donc la boussole a été découverte par hasard, la force de la poudre à canon aussi. Vous voyez, l'imprimerie, pas par hasard, mais vous voyez, c'est un bricolage empirique de Gutenberg. Et donc, si on arrive à fabriquer des objets, des outils, des machines aussi efficaces, mais en grand nombre, parce que cette fois-ci, on aura la méthode, alors on peut imaginer jusqu'où ira l'humanité. Vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a une espèce de promesse, de promesse d'accroissement, d'augmentation sans limite du pouvoir de l'humanité. Et il prend une comparaison pour dire à quel point ce sera facile. Alors là, je ne vais pas rentrer dans la méthode qu'il propose parce que c'est complexe et ce serait long, mais je parle plutôt du résultat. Il nous dit, par exemple, prenons deux personnes et demandons-leur de tracer un cercle à la main. Évidemment, il y en a un qui arrivera mieux, l'autre qui y arrivera moins bien. Et de toute manière, aucun cercle ne sera parfait. Donnons un compas à un enfant de 6 ans, et il fait un cercle parfait. Et donc, les instruments de la méthode scientifique sont à l'esprit ce que le compas et la règle sont à la main. Vous voyez, si on la possède, une intelligence moyenne peut tout accomplir, tout réaliser. Vous voyez, à l'époque, on maîtrise la perspective en peinture. Vous voyez, un enfant au collège peut apprendre à faire un tableau en perspective, même sans être un grand artiste, mais oui, à produire ce qui est attendu. Donc, vous voyez, il s'agit de faciliter la prise de l'homme sur le monde par ses mains, son habileté, son industrie, et par son esprit, en fabriquant des machines qui paraissent mystérieuses, mais qui en réalité sont toutes simples. Et vous voyez, ce qui est important là, c'est l'idée qu'il n'y a pas de mystère au fond dans la nature. Donc, ce qu'on appelait la magie, alors Bacon respecte la magie, alors il distingue la magie naturelle, mettre en œuvre les forces de la nature, et puis la magie surnaturelle qui le fait rire et qu'il trouve ridicule. Mais ce qu'on appelait la magie autrefois, c'était tout simplement le fait que certains, empiriquement, avaient trouvé les moyens de mettre en œuvre des forces naturelles. Donc, finalement, n'importe qui peut devenir magicien, puisque grâce à la méthode, il peut mettre en œuvre des processus naturels pour parvenir à ses fins. Voilà. Et alors, il explique aussi que les outils prolongent le corps, mais on peut aussi augmenter la puissance de l'esprit par la méthode, et on va le voir dans pas longtemps, également, pourquoi pas, par des machines, comme aujourd'hui on nous le propose. Donc, vous voyez, il y a cette idée transhumaniste de l'homme augmenté est en fait déjà présente explicitement chez Bacon. D'ailleurs, un de ses grands livres s'appelle De Augmentis, de l'augmentation. Donc voilà, on augmente notre puissance, on augmente notre savoir, alors pour notre salut, mais s'il n'y a plus de Dieu, on augmente pour augmenter, On est dans un processus quasiment infini. Alors, voyons maintenant comment il met cela en œuvre. 20 secondes. Combien ? 20 secondes. Alors, j'avais pas entendu la musique, dans la Nouvelle Atlantide, voilà, il nous propose
pour illustrer le fait que tout devient possible, ben voilà ce qu'il dit, hein, nous imitons les mouvements des êtres vivants en animant des sortes de répliques d'hommes, de quadrupèdes, d'oiseaux, de poissons, de serpents. Nous avons, l'anaphore, nous avons aussi l'art de faire pousser des plantes par simple mixture de terre, sans y mettre de semences. Nous parvenons à produire de nouvelles plantes. Nous avons aussi des enclos avec toutes sortes de quadrupèdes, et tout cela en vue de dissection et d'expérience, afin que nous puissions de cette façon augmenter nos lumières sur ce qui peut être pratiqué sur le corps humain. Et dès lors, je ne prolonge pas, ce que nous dira Hans Jonas au XXe siècle, dans le principe responsabilité, c'est que la promesse s'est transformée en menace. Parce que cette puissance sans limite sur la nature et sur l'homme lui-même, c'est aujourd'hui ce qui nous arrive et ce à quoi on doit essayer de penser. Alors, en s'appuyant sur Bacon, et pour montrer qu'au fond, le problème était déjà là depuis 4 siècles. C'est le problème de la modernité.